La mère de mon gendre a traité ma fille de fardeau, a dit qu'elle venait de rien, que sa lignée n'était pas digne de porter le nom Hargrove. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement dit à ma fille de monter dans la voiture. Ce que cette femme ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que j'observais les Hargrove depuis 3 ans et que tout ce qu'ils croyaient posséder, j'en détenais le titre de propriété. Je les ai vus de l'autre côté du parc Piémont. Ma fille était assise sur l'herbe près de la fontaine avec mes 2 petits-enfants et 4 sacs empilés comme si quelqu'un avait fait ses bagages à la hâte, parce que c'était le cas. Mon petit-fils avait 6 ans, ma petite-fille 4 ans. La petite mangeait un cracker et regardait les canards. L'aîné était assis très immobile, les bras autour de ses genoux, comme le font les enfants quand ils comprennent que quelque chose ne va pas mais n'ont pas encore les mots pour le dire. J'ai dit à mon chauffeur de s'arrêter. Il n'a pas demandé pourquoi. Il ne le fait jamais. J'ai traversé l'herbe en talons et je n'ai pas précipité le pas. Je n'ai pas précipité le pas depuis que j'ai 32 ans et que j'ai appris que la panique est un luxe que l'on ne peut pas se permettre quand des gens dépendent de vous. Mais ma poitrine faisait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, quelque chose de serré et de profond. Ma fille a levé les yeux quand elle a entendu mes pas. Ses yeux étaient gonflés. Elle avait pleuré assez longtemps pour avoir dépassé le stade des larmes, juste cette immobilité creuse qui vient après. Maman. C'est tout ce qu'elle a dit. Je me suis d'abord accroupi vers mes petits-enfants. J'ai lissé les cheveux de ma petite fille en arrière de son visage et elle m'a tendu la dernière moitié de son cracker comme si c'était la chose la plus importante qu'elle pouvait offrir. Je l'ai pris et je l'ai mangé et je lui ai dit que c'était délicieux. Mon petit-fils m'a regardé avec les yeux de son père et a dit, « Grand-mère, maman a dit que nous partions en voyage. » J'ai dit, « C'est ça, mon chéri, un long voyage. » Puis je me suis levé et j'ai regardé ma fille. Que s'est-il passé? Elle a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. Elle m'a fait virer. Sa voix était à peine un murmure. Elle a dit à mon mari que je volais à la firme. Elle lui a montré des documents, des messages qu'elle disait être les miens. Il l'a cru. Il l'a choisi elle plutôt que moi, maman. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit de partir. Ma petite fille m'a tiré la manche. On va chez grand-mère? Oui, mon bébé, nous allons chez grand-mère. J'ai fait charger les sacs par mon chauffeur. Ma fille n'a pas parlé pendant le trajet vers Buckhead. Mon petit-fils s'est endormi contre la fenêtre. Ma petite fille a tenu ma main pendant les 40 minutes et m'a demandé 3 fois si les canards du parc avaient des noms. Je lui ai dit que chaque canard avait un nom et que nous les chercherions tous en rentrant à la maison. Quand nous avons franchi mon portail, ma fille a regardé la maison comme elle l'avait toujours fait enfant, comme si c'était l'endroit le plus sûr sur terre. J'avais bâti cette maison à partir de rien, l'y avais élevée seule après le départ de son père quand elle avait 3 ans. Il y a 31 ans, j'étais parajuriste avec un studio et une fille qui dormait dans un tiroir de commode parce que je ne pouvais pas me permettre un berceau. J'avais construit tout ce qu'elle regardait pièce par pièce, décision par décision, à travers 28 ans de travail que personne ne m'avait donné. J'ai montré à mes petits-enfants la chambre avec les lits superposés que j'avais acheté le Noël précédent précisément pour ce genre de visite. Ma fille a pris une douche. J'ai attendu d'entendre l'eau couler. Puis je suis allé à mon bureau et j'ai passé un coup de fil. Mon avocate a répondu au 2e appel. Margaret, j'ai dit, j'ai besoin de vous chez moi demain matin, 7 heures. Apportez tout ce que nous avons sur Hargrove Realty Group. Je l'ai entendu faire une pause. C'est ce que vous pensez? Oui. Alors je serai là à 6h30. Je me suis versé un verre d'eau et je me suis tenu à la fenêtre, regardant mon jardin. Les lumières du patio étaient allumées. Les hortensias que ma fille m'avait aidé à planter l'été précédent étaient en pleine floraison. J'avais passé 3 ans à être patiente, 3 ans à laisser la mère de mon gendre croire qu'elle était la femme la plus puissante de la pièce, 3 ans à observer, à attendre, à documenter. La mère de mon gendre dirigeait Hargrove Realty Group, la plus grande société immobilière indépendante du corridor de Buckhead à Atlanta. Elle l'avait bâti en 20 ans en quelque chose de formidable, ou du moins c'est ce qu'elle croyait. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'avait jamais pensé à investiguer, c'est que l'immeuble d'où opérait sa firme, la tour de verre de 11 étages sur Peachtree Road dont son nom était effectivement synonyme, appartenait à une société holding appelée Meridian Property Trust. Meridian Property Trust m'appartenait. J'avais acheté l'immeuble en 2018 à travers 3 couches de structure de SARL.
Je l'avais fait parce que j'avais fait mes recherches. J'avais fait mes recherches parce que quand ma fille est venue me voir rayonnante et me disant qu'elle était fiancée à un homme nommé Preston Hargrove, j'ai souri et je lui ai dit que j'étais heureuse pour elle. Puis je suis rentré à la maison et j'ai passé 2 semaines à apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur la famille dans laquelle elle se mariait. Ce que j'ai trouvé n'était pas criminel, pas encore, mais c'était suffisant pour me dire que je devais me positionner. Margaret est arrivée à 6h28. Elle s'est assise en face de moi à ma table de cuisine pendant que mes petits-enfants mangeaient des céréales dans la pièce d'à côté et que ma fille dormait à l'étage. « Dites-moi ce qu'ils ont fait », a-t-elle dit. J'ai fait glisser un dossier sur la table. La mère de mon gendre avait passé 3 mois à monter un dossier contre ma fille au sein de la firme. Ma fille avait été embauchée comme associée junior il y a 2 ans, un poste que mon gendre l'avait convaincu d'accepter comme une opportunité. Ce qu'il ne lui avait pas dit, ce qu'aucun d'eux ne lui avait dit, c'est que dès le premier jour où elle a franchi ses portes, sa belle-mère avait catalogué chaque petite erreur, chaque email en retard, chaque rapport imparfait dans un dossier qu'elle pourrait utiliser. Les documents qu'elle a montrés à mon gendre étaient réels. Le contexte avait été dépouillé, modifié, recadré. Des communications clients légitimes transformées en vol. Des mémos internes édités avec le nom de ma fille insérés là où il n'aurait pas dû être. Un expert en documents médico-légaux le verrait en 30 minutes. Margaret a tourné la dernière page et a levé les yeux. Depuis combien de temps avez-vous cela? 6 semaines. Elle a cligné des yeux. Vous avez cela depuis 6 semaines et vous avez attendu? J'avais besoin qu'ils agissent en premier, j'ai dit. J'avais besoin que tout ce qu'ils allaient faire soit fait. Je n'allais pas perturber un mariage sur des soupçons. J'allais répondre à l'action par des conséquences. Margaret m'a regardé longuement. Puis elle a ouvert son bloc-notes. Très bien, expliquez-moi ce que vous voulez. Au moment où ma fille est descendue à 9h, Margaret avait 3 pages de notes et un plan qui prendrait 8 jours à exécuter. Ma fille se tenait dans l'encadrement de la cuisine dans ma robe de chambre et nous a regardés toutes les deux. Qu'est-ce que tout cela? Je lui ai versé du café et je l'ai posé sur le comptoir. Asseyez-vous, ma chérie, nous avons du travail à faire. Elle s'est assise. Elle a écouté. À mi-chemin, elle a recommencé à pleurer, non pas de tristesse cette fois, mais de colère, ce qui est une chose complètement différente. La colère a une colonne vertébrale. Je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-elle dit. Je savais que les documents ne semblaient pas corrects. Mais Preston a dit que sa mère n'avait aucune raison de mentir. Il a dit que j'avais dû faire des erreurs que je ne me souvenais pas avoir faites. Il a dit que j'étais stressé et que je ne pensais peut-être pas clairement. Elle a dit cette dernière partie doucement, comme les gens disent des choses qu'on leur a tellement dites qu'ils ont commencé à les croire à moitié. Margaret a levé les yeux de ses notes. Il vous a dit que vous ne pensiez pas clairement plusieurs fois. Au cours de la dernière année. Ma fille a enroulé ses mains autour de sa tasse. Il a dit que j'étais trop sensible, que je comprenais mal les situations, que j'avais l'habitude de catastrophiser. Margaret a écrit quelque chose et n'a pas commenté. Elle n'avait pas besoin de le faire. Nous savions toutes les deux ce que nous regardions. Cet après-midi-là, j'ai contacté une femme nommée Carol Simmons. Un contact commun m'avait mis en relation avec Carol 8 mois plus tôt dans des circonstances que j'avais alors rangées et dont je m'étais dit qu'elles seraient pertinentes un jour. Carol avait 41 ans, une avocate spécialisée dans l'immobilier commercial. Elle avait été fiancée à Preston Hargrove pendant 7 mois en 2019 avant de rompre. Elle n'avait jamais parlé publiquement des raisons. Elle a répondu à mon appel à la 3e sonnerie et je me suis présenté en disant « Je sais que c'est inattendu ». J'ai dit « Ma fille a épousé votre ancien fiancé ». J'ai dit « Je pense que vous et moi pourrions avoir des informations qui nous importent mutuellement ». Il y a eu une très longue pause. Puis Carol a dit « J'attends que quelqu'un m'appelle à propos de cette famille depuis 5 ans ». Elle est venue chez moi le soir suivant. Ma fille était à l'étage avec les enfants. J'ai rencontré Carol dans mon bureau et nous nous sommes assises en face l'une de l'autre et elle m'a raconté ce qui s'était passé. Elle avait rencontré Preston Hargrove à une soirée de bienfaisance en 2018. Il avait été charmant, intelligent, attentif de la manière spécifique qui, sur le moment, donne l'impression d'être vraiment vu. Ils ont avancé rapidement. Il l'a demandé en mariage après 6 mois. Elle a emménagé dans sa maison de ville. C'est là que les choses ont commencé à changer. De petites choses d'abord.
Des commentaires sur le fait que ses amis étaient trop bruyants, le mauvais type de personne pour là où ils allaient. Des suggestions selon lesquelles sa mère appelait trop souvent, était trop impliquée, ne respectait pas leur intimité. Après 3 mois, elle avait discrètement cessé de voir ses amis les plus proches. Après 5 mois, elle avait commencé à s'excuser auprès de lui pour des choses dont elle n'était pas sûre d'avoir fait. Les fiançailles ont pris fin lorsque Carol est allée rendre visite à une amie de l'université pour un long week-end, contre la volonté de Preston. Elle est rentrée chez elle et a trouvé ses affaires déplacées dans la chambre d'amis. Il lui a dit qu'elle avait un problème de limite et qu'ils avaient besoin d'espace. 2 semaines plus tard, il a annoncé par l'intermédiaire de son avocat que les fiançailles étaient rompues et que Carol lui devait $12 000 pour une bague de fiançailles qu'elle avait déjà rendue. J'ai lutté, a dit Carol. Elle avait une façon de parler posée et prudente, comme quelqu'un qui avait passé des années à s'assurer qu'elle ne pourrait pas être mal citée. J'ai engagé un avocat. L'affaire n'a abouti à rien parce que la firme de sa mère avait des contacts qui rendaient les choses très difficiles. Mais ce qui est resté en moi, ce que je n'ai pas pu oublier, c'est ce qui s'est passé la semaine précédant la rupture. Que s'est-il passé? Elle a fouillé dans son sac et a sorti son téléphone, a ouvert une vidéo qu'elle avait clairement regardée de nombreuses fois auparavant. Elle me l'a tendue. C'était un enregistrement d'une caméra de sonnette, l'horodatage montrant octobre 2019. Preston Hargrove se tenait devant la porte d'un appartement que je ne reconnaissais pas. Il avait des fleurs. Il ressemblait exactement à un homme qui avait fait quelque chose de mal et était sincèrement désolé. Il a sonné. Une jeune femme a répondu. Il l'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui livrait une performance qu'il avait répétée. Carol, a-t-il dit sur la vidéo, je sais que je t'ai fait du mal. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Je comprends maintenant ce que j'ai fait de mal. S'il te plaît, donne-moi une chance de plus. La femme à l'écran a croisé les bras. Elle a écouté. Elle n'avait pas l'air convaincue. Preston s'est agenouillé. Carol a avancé rapidement la vidéo. Il a quitté l'immeuble. Il a tourné au coin où la caméra principale ne pouvait pas l'atteindre, mais la caméra du parking d'en face l'avait capturé. Il a marché jusqu'à sa voiture. Il a sorti son téléphone. Il riait. J'ai rendu le téléphone à Carol. Il a fait ça à quelqu'un avant vous. Sa mâchoire était serrée. Au moins une autre femme que je connaisse, peut-être plus. Nous sommes restés silencieux un instant. De quoi avez-vous besoin de moi, a-t-elle demandé. Je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Elle n'a pas hésité. Le gala annuel du Hargrove Realty Group se tenait chaque octobre à l'hôtel Whitley à Buckhead, l'un des événements les plus photographiés du calendrier social des affaires d'Atlanta. Tenue de soirée. 300 invités. Tous les noms importants de l'immobilier, de la politique et de la finance de Géorgie. La mère de mon gendre l'avait organisé pendant 15 ans. C'était, dans tous les sens pratiques, son couronnement renouvelé annuellement. Cette année, elle devait recevoir le prix Georgia Women in Business Lifetime Achievement Award. J'ai répondu présent pour 2. Dans les 8 jours entre la visite de Margaret et le gala, un certain nombre de choses se sont passées discrètement. Le contrat de location entre Hargrove Realty Group et Meridian Property Trust contenait une clause qui permettait aux propriétaires de procéder à un audit d'urgence de la conformité du locataire en cas d'irrégularité financière documentée. Mes avocats ont déposé l'avis d'audit un mardi matin. Le mercredi après-midi, l'accès de Hargrove Realty Group à certains systèmes financiers internes a été restreint en attendant l'examen, comme l'exigent les termes du bail. Cela n'était pas visible publiquement. Cela ressemblait, de l'extérieur, à une affaire administrative interne. Le jeudi, mon banquier a appelé le prêteur commercial détenant la principale ligne de crédit d'exploitation de Hargrove Realty Group. J'avais acheté cette dette 2 ans plus tôt via un instrument financier si courant qu'il n'avait attiré aucune attention. J'étais maintenant l'entité à laquelle cette ligne de crédit répondait. J'ai ordonné le début d'un examen de crédit de routine, le genre qui suspend l'accès au fonds jusqu'à sa finalisation. Le vendredi, la mère de mon gendre ne pouvait plus effectuer ses paiements mensuels aux fournisseurs. Le samedi, elle était au téléphone avec des personnes en qui elle avait confiance et constatait qu'aucune d'entre elles n'avait de réponse qui la satisfaisait. Je le savais parce que Marcus, mon chef de la sécurité, s'était positionné de manière appropriée, non pas illégalement, mais simplement de manière observationnelle. Le dimanche, ma fille est entrée dans mon bureau pendant que j'examinais des documents.
Elle est restée un instant dans l'embrasure de la porte à me regarder. Maman. Oui. Allez-vous les détruire? J'ai posé le document et je les regardais. Non. Je vais les exposer. C'est différent. La destruction implique que j'ai quelque chose contre eux personnellement. Ce n'est pas le cas. Ce que j'ai, c'est de la documentation, et j'ai un immeuble qu'ils sont sur le point de découvrir qu'ils ne contrôlent pas. Et j'ai la responsabilité de m'assurer que ce qui vous est arrivé à toi et à Carole n'arrive pas à la prochaine femme qui croise le chemin de Preston Hargrove. Ma fille est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, il va dire que je vous ai poussé à faire ça. Il peut dire ce qu'il veut. Les documents parlent d'eux-mêmes. Elle a hoché la tête. Puis elle a dit, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit, à la façon dont il me disait que je ne pensais pas clairement, aux excuses. J'ai longtemps cru que j'étais le problème, que j'étais trop exigeante, trop sensible, pas assez sûre de moi pour un homme comme lui. Vous n'étiez pas le problème. Je le sais maintenant. Elle a regardé ses mains. Je crois que je le sais depuis environ un an et que j'ai juste eu trop peur de le dire à voix haute. Je me suis levé, j'ai traversé la pièce et je l'ai serré dans mes bras un instant. Puis j'ai dit, passe une bonne nuit de sommeil. Nous avons un gala à assister. La nuit du gala, le Whitley était lumineux. Des valets en gants blancs, des photographes à l'entrée, des femmes en robe longue traversant le hall avec l'assurance particulière des personnes qui ont assisté à suffisamment d'événements de ce genre pour ne plus en être impressionnées. Je portais une robe bordeaux foncé que j'avais portée une fois auparavant lors d'un dîner du barreau il y a 12 ans. Je ne portais aucun bijou à part les boucles d'oreilles de perles de ma mère, que j'avais portées tous les jours importants de ma vie d'adulte. Ma fille marchait à côté de moi en bleu nuit. Carole Simons marchait de mon autre côté dans une robe anthracite ajustée, les cheveux tirés en arrière, son expression calme et préparée. Des gens que je connaissais m'ont salué à l'entrée. J'ai souri, j'ai embrassé des joues et j'ai dit des choses appropriées sur le lieu et l'occasion. J'avais assisté à ce gala 4 fois auparavant en tant qu'invité. Personne n'avait de raison de s'attendre à ce que cette année soit différente. La mère de mon gendre tenait audience près du bar quand nous sommes entrés. Elle était magnifique dans une robe dorée, ses cheveux argentés immaculés, parlant à un cercle de personnes qui riaient de quelque chose qu'elle venait de dire. Elle ressemblait à une femme sans rien sur la conscience et sans rien à craindre. Elle m'a vu de l'autre côté de la pièce. Son sourire a tenu, mais je l'ai vu recalculer du regard. Elle ne m'avait pas attendu ici. Elle ne s'était pas, je le soupçonnais, attendue à quoi que ce soit du tout, parce qu'elle opérait sous l'hypothèse que ma fille serait trop humiliée pour agir et que je serais trop poli pour réagir. Elle allait apprendre quelque chose sur la politesse. Preston était près de la scène, parlant à un homme que je ne reconnaissais pas. J'ai regardé ma fille voir son mari de l'autre côté de cette pièce. J'ai vu son dos se redresser. Je l'ai vu choisir de ne pas détourner le regard. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ma fille avait déjà décidé qui elle allait être de l'autre côté de cela. Je n'avais plus besoin d'avoir peur pour elle. À 20h, le programme de la soirée a commencé. La salle s'est installée à ses tables. Des discours sur la communauté d'affaires de Géorgie, sur le progrès et l'héritage, et la fierté particulière de bâtir quelque chose qui dure. Puis la remise des prix. La mère de mon gendre s'est dirigée vers la scène sous des applaudissements prolongés. Elle était à l'aise au podium. Elle a remercié le comité de sélection, a remercié ses collègues, a remercié son fils, qui s'est levé de son siège et a mené une autre salve d'applaudissements. Elle a parlé d'intégrité. Elle a utilisé ce mot 3 fois. Elle a parlé de ce que cela signifiait de bâtir quelque chose de ses propres mains, avec sa propre vision, dans une ville aussi compétitive et impitoyable qu'Atlanta. J'ai envoyé un seul mot à mon consultant en technologie, qui était assis dans la cabine audiovisuelle à l'arrière de la salle de bal. Ayant remplacé l'opérateur régulier 2 heures plus tôt sur la base d'une demande de personnel que j'avais organisée par l'intermédiaire du coordinateur des événements de l'hôtel. Maintenant, les lumières ont diminué. Un murmure a traversé la pièce. La mère de mon gendre a fait une pause au milieu de sa phrase. Elle a regardé vers l'écran de projection derrière elle, qui affichait le logo standard de l'événement. L'écran a changé. Texte blanc sur fond noir. Une seule ligne. La vérité sur la femme qui vient de vous parler d'intégrité. La pièce est devenue silencieuse. La première image était un document de bail. Le contrat de location entre Hargrove Realty Group et Meridian Property Trust.
Le contrat qu'elle avait signé en 2018, celui avec sa signature sur la dernière page. À côté, les documents d'incorporation de Meridian Property Trust. À côté de cela, les documents liant Meridian Property Trust à moi. Je possède le bâtiment. L'écran affiché en simple lettres blanches. Je le possède depuis 6 ans. Elle me paie un loyer. Elle ne le savait pas avant cette semaine. Le murmure est devenu des voix. Quelqu'un à la table derrière moi a dit quoi, à voix haute. L'écran a avancé. Des relevés bancaires des comptes d'exploitation de Hargrove Realty Group. Surligné en jaune, une série de transactions sur 14 mois. Des fonds déplacés de compte séquestre client vers un compte subsidiaire qui n'existait sur aucune déclaration publique. 340 000 $ qui ne lui appartenaient pas. À sa droite, Preston était devenu très immobile. Résumé de comptabilité judiciaire, affiché l'écran. Préparé par Barrett et Associés, expert comptable judiciaire certifié, mandaté par Meridian Property Trust en conjonction avec un audit de bail en cours. Les conclusions ont confirmé le détournement de fonds. La pièce ne murmurait plus. Elle se brisait en conversations ouvertes, des gens se levant, des téléphones se levant. La mère de mon gendre a agrippé le podium. Elle s'est retournée pour chercher quelqu'un dans la cabine de contrôle, quelqu'un pour arrêter ça, quelqu'un pour couper la présentation. Personne ne l'a coupé. L'écran a de nouveau avancé. Une vidéo. La caméra de la sonnette de Carole. Octobre 2019. Preston à genoux. Carole, je sais que je t'ai fait du mal. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Je comprends maintenant ce que j'ai fait de mal. Puis une deuxième vidéo à côté. Novembre 2023. Le même homme. Un Porsche différent. Une femme différente. Diane, je sais que je t'ai fait du mal. J'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Puis une troisième. Mars 2025. Le visage de ma fille à travers une fenêtre de salon, visible en arrière-plan, Preston se tenant dans le couloir d'entrée de leur maison. Sophia, je sais que je t'ai fait du mal. 3 vidéos, 3 femmes, 3 ans, 3 scripts identiques. Carole s'est levée de notre table. La pièce l'a remarqué. Un chemin s'est ouvert. Elle s'est dirigée vers la scène et a monté les escaliers et s'est tenue à 15 pieds de Preston Hargrove, les mains relâchées sur les côtés et le menton à niveau. Je m'appelle Carole Simons, a-t-elle dit. Sa voix portait. Il y a 5 ans, j'étais fiancée à cet homme. Elle ne le désignait pas. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde dans cette pièce savait exactement de qui elle parlait. Ce qui s'est passé pendant ces 7 mois, j'ai longtemps cru que c'était ma faute. J'ai cru que j'étais trop exigeante, trop inflexible, trop. Elle a fait une pause. Je sais mieux maintenant. Elle l'a décrit clairement. L'isolement, le contrôle financier, la façon dont il avait pris de l'argent qu'elle ne pouvait pas prouver qu'il avait pris, et puis avait fait en sorte que ce soit sa parole contre la sienne. La façon dont la firme de sa mère lui avait rendu professionnellement difficile de trouver un poste par la suite dans la communauté juridique immobilière d'Atlanta. Elle n'était pas dramatique. Elle était spécifique. Cette spécificité était plus dévastatrice que n'importe quelle voix élevée aurait pu l'être. Ma fille est montée sur scène. Elle s'est tenue à côté de Carole. Elle n'a pas encore parlé, elle s'est juste tenue là, ce qui était suffisant. Je me suis levé. J'ai descendu le centre de la salle de bal alors que la foule s'écartait sans que je leur demande. J'avais été dans suffisamment de pièces dans ma vie pour comprendre que les gens font place à quelqu'un qui ne demande pas la permission. J'ai monté les escaliers. Je me suis tenu au podium. J'ai regardé la pièce. Je m'appelle Eleanor Voss. Certains d'entre vous me connaissent pour 20 ans de pratique en tant qu'avocate en contentieux civil. Certains d'entre vous me connaissent comme la femme qui a construit le portefeuille Meridian. Vous devriez tous savoir que l'immeuble d'où cette entreprise opère depuis 6 ans est le mien. Et le bail que je résilie à compter de la fin de ce mois appartient à une firme qui a systématiquement volé ses propres clients. Les documents sont déjà auprès de la Georgia Real Estate Commission, ai-je continué. Ils sont déjà auprès de la division des crimes financiers du FBI. Ils sont déjà auprès de l'Atlanta Journal-Constitution. Ce que vous regardez sur cet écran n'est pas une surprise ou une performance. C'est la confirmation de ce que les enquêteurs ont déjà reçu.
J'ai regardé mon gendre. Il se tenait à côté de sa chaise, les mains sur les côtés et l'expression particulière d'un homme qui vient de comprendre que le sol sur lequel il se tenait n'a jamais été aussi solide qu'il le croyait. 3 femmes étaient assises dans cette pièce ce soir, ai-je dit. 3 femmes dont la vie a été traversée par votre schéma. Vous n'êtes pas un homme qui fait des erreurs. Vous n'êtes pas un homme qui a pris de mauvaises habitudes. Vous êtes un homme avec un système. Le système se termine ce soir. 2 agents de l'unité des crimes financiers du département de police d'Atlanta sont entrés par la porte latérale. J'avais parlé avec leur commandant 4 jours auparavant. Ils se sont dirigés vers l'endroit où la mère de mon gendre se tenait encore au podium et lui ont parlé doucement. Elle n'a pas élevé la voix. Elle a compris à ce moment-là que la performance était terminée. Mon gendre a été mis de côté par un 3e agent. Il a essayé de parler. L'agent était patient et impassible. La salle de bal est devenue bruyante. Je ne suis pas resté pour le raconter. Je suis retourné vers Carole et ma fille et nous nous sommes toutes les 3 dirigés vers la sortie tandis que la pièce derrière nous se remplissait de téléphones clignotants et de questions criées et du son d'un monde très soigneusement construit rencontrant le moment vers lequel il avait toujours avancé. 3 semaines plus tard, j'étais dans les bureaux d'une femme nommée Patricia Gates qui dirigeait le plus grand centre de ressources contre la violence domestique de la région métropolitaine d'Atlanta. J'avais rencontré Patricia lors d'une collecte de fonds du barreau il y a 9 ans. C'était le genre de personne qui faisait bouger les choses par un refus pur et simple d'accepter qu'elle ne puisse pas se faire. J'ai rédigé un chèque cet après-midi-là pour 250 000 $ de la fondation familiale Voss que j'avais créée 8 ans plus tôt et qui avait financé des initiatives éducatives et des cliniques d'aide juridique et maintenant cela. Patricia a tenu le chèque et m'a regardé. Cela permettra à notre programme de défense juridique de fonctionner pendant 3 ans. Alors c'est le minimum, j'ai dit. Nous parlerons d'un partenariat à long terme. Ma fille était avec moi. Elle avait pris la direction des opérations de ma société de gestion immobilière 2 semaines plus tôt, un poste qui l'attendait plus longtemps qu'elle ne le savait. Elle était douée pour cela. Elle était, j'avais toujours cru, capable de plus que la vie qu'on l'avait poussée à accepter. Carole avait ouvert un cabinet axé sur les litiges en matière de fraude immobilière. Elle avait 4 clients dès sa première semaine. Les procédures pénales étaient en cours. Je ne prétendrai pas que les rouages de la justice tournent vite car ce n'est pas le cas. Mais la Georgia Real Estate Commission avait suspendu la licence de courtier de Hargrove Realty Group en attendant l'enquête. L'immeuble de Peachtree Road avait un nouveau locataire en négociation. Et 3 femmes qui avaient passé des années à croire dans leurs moments les plus silencieux qu'elles avaient peut-être imaginé le pire, avaient maintenant des documents qui confirmaient qu'elles n'avaient rien imaginé du tout. Un mardi matin de fin octobre, je suis allé seul à Piedmont Park. Je me suis garé là où je m'étais garé cette semaine plus tôt et j'ai traversé l'herbe jusqu'à la fontaine. Je me suis assise sur le banc où j'avais trouvé ma fille avec 4 sacs et ses enfants et le regard spécifique de quelqu'un qui avait cessé de faire confiance à son propre jugement. C'était un matin frais. Le parc était calme. Quelques joggeurs, un homme promenant un chien, 2 femmes poussant des poussettes côte à côte. Je suis resté assise un moment sans penser à quoi que ce soit en particulier, ce qui est rare pour moi et ce que je me suis permise de faire parce que je l'avais mérité. Quelque part derrière moi, j'ai entendu la voix d'un enfant, aiguë et ravi, appelant un oiseau. Je me suis retourné et ce n'étaient pas mes petits-enfants, mais cela aurait pu l'être. Et il m'est venu à l'esprit que c'est pour cela que tout cela existe. Pas la victoire. Pas la satisfaction particulière de voir quelqu'un découvrir que le fondement de son empire vous appartient. Ces choses comptent, mais elles ne sont pas le centre. Le centre est une petite fille un mardi matin dans un parc qui n'a aucune raison d'avoir peur. Je me suis assise sur ce banc et je me suis laissé ressentir tout le poids de ce qui avait failli se produire et de ce qui ne s'était pas produit. Et puis je me suis levé et je suis retourné à ma voiture. Il y a des femmes dans votre vie en ce moment à qui l'on dit qu'elles ne pensent pas clairement. Il y a des femmes qui ont cessé d'appeler leur mère aussi souvent qu'avant, qui se sont excusées tant de fois pour des choses qu'elles n'avaient pas faites que les excuses ont commencé à sembler vraies. Je le sais parce que les signes m'ont été montrés tard, plus tard qu'ils n'auraient dû l'être. Et j'ai passé cette semaine à comprendre exactement ce que cela a coûté. Je suis Eleanor Voss. J'ai construit quelque chose à partir de rien dans une ville qui ne voulait pas toujours me faire de la place et je construis toujours. Ce que j'ai construit n'a pas pu être pris parce que ce n'était jamais en un seul endroit.
C'était dans des documents et des fiducies et le genre de patience qui vient d'avoir un jour rien et de décider que cela n'arrivera jamais aux personnes que vous aimez. Si vous regardez cette vidéo et que quelque chose s'y reconnaît dans votre vie, s'il vous plaît, n'attendez pas que quelqu'un comme moi vous trouve dans un parc. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être trouvé. Contactez une personne de confiance, un avocat, un conseiller, une ligne d'écoute. La ligne d'assistance nationale contre la violence domestique est disponible 24 heures sur 24. Vous ne catastrophisez pas. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous faites attention et cette attention vaut tout. Aimez cette vidéo si elle vous a parlé. Abonnez-vous si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Ceci est Jewel Revenge. Et nous ne nous contentons pas de survivre. Nous construisons.